Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez débuté en artisan, en chantant parfois chez l'habitant, avant de jouer les automates, un rôle de composition, puisque votre sensibilité et vos interprétations montrent que vous n'avez rien de robot, bien au contraire. Bonjour Alex Montembeault. Bonjour. Alors, vous avez un album qui sort ces jours-ci. On vous a redécouvert dans Starmania, et vous avez un parcours atypique, comme on les aime dans les clés d'une vie, qu'on va évoquer à travers 4 dates de votre parcours. Et la première que j'ai trouvée, c'est le 6 mars 2021. C'est le soir de votre première télévision. Cinquième épisode des auditions à l'aveugle, le 9e candidat, ou plutôt des 9e candidats. Écoutez ce morceau. Everybody loves the things you do, from the way you talk, you move. When We Are Young par Potok on the Sofa. Une chanson d'Adèle dont le clip a été réalisé, je ne sais pas si vous le savez, dans une église. Ah, c'est fort possible. Ouais. Oui. Alors, c'est extraordinaire ce passage, ce moment. Et vous êtes allé chercher loin dans les souvenirs. Alors, en coulisses, on voit la famille qui prie justement en écoutant ce trio. Il y a Alex, il y a Alice et Sarah. C'est ça. Ce sont 2 de mes sœurs avec qui j'ai fait de la musique pendant plusieurs années. On avait un groupe ensemble donc, qui s'appelle Potok on the Sofa. Oui. Et on a eu la chance de pouvoir se produire sur la scène de The Voice. Comment c'est arrivé, ce The Voice ? Un peu par hasard. En fait, on sortait du confinement en France et on a été appelés par l'émission qui était tombée sur une de nos vidéos de reprise sur Instagram. Et l'émission nous a appelés pour nous proposer de participer. Donc, on sortait d'une période où on avait pu faire très très peu de concerts à cause du confinement. Donc, on a sauté sur l'occasion et on l'a fait. Mais alors, la chanson, en plus, c'était pas facile à interpréter. Moi, quand je l'écoute, je songe à Peter, Paul et Marie. Je sais pas si vous savez, qui ont été ceux qui ont travaillé avec Bob Dylan à leur début. C'est exactement la même sonorité. Et c'est vrai que c'était pas facile à monter en trio. C'était pas facile. On a passé pas mal de temps sur l'arrangement avec notre papa, notamment, qui est musicien aussi, et qui nous a longtemps fait travailler. On voulait arranger ça un peu à notre façon. Ma petite sœur faisait du violon et je nous accompagnais au piano. Voilà. Et Potok on the Sofa, moi, ça m'avait pensé à Poltron et Sofa, la pub. Ah ouais. C'est ça ou non ? Ça vient pas du tout d'ici. Non, Potok, c'est des petits chevaux sauvages du Pays Basque. En fait, on allait en vacances là-bas. En famille et on avait envie de faire un petit clin d'œil à cette région basque qu'on aime beaucoup et voilà, pour le côté aussi un peu familial et de notre musique, on s'est dit qu'on avait envie de cette image d'un petit Potok sur un canapé. Et à propos d'image, quand on voit cette séquence où vous êtes en trio dans The Voice, d'abord les quatre membres du jury sont derrière. Ils disent un trio, on s'y attendait pas. Et ensuite, mais il y a un long moment avant que je crois que c'est Florent Pagny qui appuie sur le bouton. Ça a été un moment difficile à vivre, non ? C'est énormément de trac, déjà, de se retrouver sur une scène pareille et voilà, de savoir si oui ou non ça va plaire au jury. C'est un exercice délicat et on a été très ravis de passer cette première étape et les deux suivantes aussi. Voilà, mais en même temps, moi, je pense à vous tout au long de la chanson, car il ne se retournait pas. Vous avez songé à un moment que ça se terminerait là ? Sur le moment, on n'y pense pas, parce qu'on a envie de prendre du plaisir aussi, profiter de l'instant présent, profiter de cette chance qu'on avait de se retrouver ensemble avec mes 2 sœurs sur le plateau. C'était déjà un accomplissement que de se retrouver sur cette scène, puisqu'il y a tout un tas d'auditions au préalable pour en arriver là. Donc c'était déjà très gratifiant, même si les jurys ne s'étaient pas retournés en fait. Et quand Florent Pagny s'est retourné, Alex Montembeault, qu'est-ce que vous avez ressenti ? Beaucoup de fierté quelque part que notre travail soit remarqué entre guillemets. Donc il y a Florent Pagny et Marc Lavoine qui se sont retournés et on a choisi d'aller vers le premier des deux. Ce qui était logique. Retourné, voilà. Et d'ailleurs, il vous a beaucoup apprécié. Alors, je crois que lorsqu'il y a eu les quarts de finale, vous avez chanté Queen, je crois, et Gims. Oui. Et il vous a trouvé formidable, mais il ne vous a pas choisi. Non, c'est comme ça. C'est aussi le jeu. On se retrouve face à des chanteurs et chanteuses très talentueux et talentueuses. Donc c'est le jeu et ça s'est terminé là pour nous. Et vous regardiez The Voice dans les années précédentes ? Oui, on regardait en famille. C'est convivial.
Voilà. Alors, cette famille, c'était, je crois, à Poinces, en Maine-et-Loire. C'est une c'est une commune de 3000 habitants, je crois. Et j'ai trouvé quelque chose, un coffret, je ne sais pas si vous le savez, des Enfoirés. En 2007, le logo des Restos du Cœur apparaît sur le fond de carte routière et la commune de Poincé. Ah bon? Oui. Ah, vous me l'apprenez. Voilà, vous êtes dans les Restos du Cœur. Et je crois aussi qu'à Poincé a grandi Yves Robert, le metteur en scène. D'accord. Qui a fait Le Château de ma mère, qui a fait Nous irons tous au paradis, et qui est un metteur en scène très célèbre. Il a passé toute sa jeunesse à Poincé. D'accord, vous me l'apprenez également. Alors, effectivement, votre père fait de la musique, mais je crois que toute la famille fait du spectacle. Alex Montebourg. Notre grand-père également, il a cofondé l'école de musique de Poincé, par laquelle on est passé avec mes sœurs d'ailleurs au début de notre parcours. Il faisait de l'accordéon, il faisait du tuba aussi dans l'harmonie, une sorte de fanfare de notre village. Notre grand-mère était institutrice, mais elle chantait beaucoup de comptines à la maison, donc quelque part la musique était partout. Notre père est pianiste, comédien, notre mère est professeure de violoncelle et comédienne également. Donc avec mes sœurs et mes frères, on est passé par là, c'était assez évident. Et je crois que vous avez commencé à apprendre le piano à 5 ans. C'est une envie comme ça? Ou une obligation? En fait, non, ça n'a jamais été une obligation, c'était plutôt comme une évidence. Déjà, on avait la chance d'avoir un grand piano à queue à la maison, notre père étant pianiste. Donc en fait, très jeune, il y a eu cette envie d'aller pianoter un petit peu, comprendre comment ça marche. C'est intriguant quand on a même 2, 3, 4 ans d'avoir un gros instrument comme ça et quand on tape dessus ça fait du bruit. Donc forcément ça donne envie de tester et en grandissant ça paraissait assez logique d'avoir envie de vraiment apprendre à l'école de musique comment ça fonctionne. École de musique et conservatoire, mais vous n'étiez pas un fan du conservatoire, je crois. Pas trop. Pourquoi? Ça faisait 2, je crois que j'avais terriblement envie de jouer, de pratiquer sur le piano, mais j'avais envie de jouer tout sauf ce qu'on me demandait de travailler. Donc, la musique classique, ça m'a énormément apporté. Aujourd'hui, forcément, des fois, je regrette de pas être allé plus loin, mais je pense qu'à cette époque-là, j'avais envie de jouer avec mes amis, de faire du rock, de faire de la chanson, d'écrire, du jazz, toutes sortes de choses. Le jazz aussi était très important. Le jazz aussi, ouais. Vers 14-15 ans, ça s'est un peu révélé et j'ai eu la sensation de pouvoir explorer différentes choses à travers le jazz. Et quand on pense que quand le jazz est arrivé en 1920 par un groupe américain avec Harry Pilser, les Français ont parlé d'une musique de sauvage qui devait disparaître. On voit ce que ça a donné. À tort. Alors, vous avez aussi appris en parallèle la guitare. Pourquoi? J'ai eu l'envie de commencer à écrire des chansons. Donc j'ai commencé sur le piano, à écrire des textes, etc. Ou même un peu de musique pour d'autres personnes. Pour l'anecdote, il y a un ami de mon père qui s'appelle Michel Boutet, qui est chanteur de chansons françaises, qui avait laissé un texte à mon père en lui demandant s'il pouvait faire la musique, puisque lui n'arrivait pas à mettre en musique comme il en avait envie. Donc il avait envoyé ce texte à mon père et papa l'avait laissé sur le piano. Il était parti faire des courses pendant 1 heure ou 2 et entre-temps, j'étais tombée sur le texte et en fait j'en avais fait une chanson et c'était la première fois que j'écrivais pour quelqu'un d'autre. Donc mon père est rentré des courses, il m'a entendu chanter sur ce texte qu'il avait laissé traîner et donc en fait c'était la première chanson que j'ai écrite qui s'appelle La Petite Italienne, donc une musique que j'avais écrite pour quelqu'un d'autre et à partir de là je me suis dit que c'était un exercice que j'aimais et que ça me permettait aussi de m'exprimer par ce biais. Donc la guitare en fait est arrivée assez naturellement. Mon beau-père étant guitariste, donc le compagnon de ma mère, guitariste, il m'a appris un peu les rudiments de la guitare. Et puis je crois que vous avez pris des cours d'arrangement, d'écriture, de composition. Alors, il y a eu Angers et Tours, c'est ça? C'est ça. Là, tout ce à quoi vous faites allusion, j'imagine, c'était mes cours à Jazz à Tours. Oui. Donc il y a une école de jazz et de musique actuelle à Tours et par laquelle je suis passée pendant 2 ans après mon bac, donc entre mes 17 et 19 ans grosso modo. J'étais avec ma grande sœur et j'ai appris tout un tas de choses là-bas. Avec le désir de devenir un jour chanteur ou musicien. C'est ça. Moi, j'y suis allée en tant qu'élève en clavier, en piano. Donc j'ai joué beaucoup en groupe, en tant que claviériste. Et ça m'a beaucoup appris harmoniquement, etc., sur l'écriture, en fait, l'arrangement, etc. Alors, ce qui est étonnant, c'est que vous aimez le jazz, mais ça ne vous empêche pas d'aimer le classique, et en particulier un film dont voici la bande originale. Amadeus de Milos Forman, c'est un de vos films cultes, je crois, Alexandre. Vraiment.
Ah oui, je me lasse jamais de le regarder, même si ça me déchire le cœur à chaque fois. C'est un film que j'ai découvert au lycée, donc je devais avoir 15 ans, 16 ans. On l'avait étudié en cours de musicologie, enfin en cours de musique avec notre professeur, et ça m'a vraiment marqué. Alors évidemment, c'est c'est un film pas forcément 100% réaliste, il a été un petit peu scénarisé, mais en fait je trouve ça tellement beau, la musique de Mozart, et je trouve qu'elle est vraiment sublimée à travers ce film, et je suis très fan. Et le film d'ailleurs a été tourné en lumière naturelle. Et il y avait un problème parce que souvent il y avait une lumière extérieure et on mettait devant les fenêtres des panneaux de calque pour que vraiment le décor soit comme Milos Forman le voulait. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'il y a donc d'un côté Amadeus et de l'autre côté vous aimez aussi Tom et Jerry. Vous savez tout sur moi, c'est incroyable. Tom et Jerry, bah ouais, j'adore. Déjà, on a beaucoup regardé, enfin comme plein d'enfants, les dessins animés quand on était jeunes. Je pense beaucoup à ma petite sœur, forcément, puisque on regardait ça ensemble. On est très rapprochés en âge avec ma petite sœur, et on adorait Tom et Jerry pour la musique qu'il y a dans Tom et Jerry aussi. Je me souviens vraiment d'un épisode où Jerry, donc Tom, le chat, est pianiste. Il fait un grand concert dans une grande arène et il y a Jerry, donc la souris, qui vient l'embêter en courant sur les cordes du piano, etc. Enfin, ouais. Et les noms de Tom et Jerry n'ont pas été choisis au hasard, je ne sais pas si vous le savez. En fait, le dessin animé est né pendant la Seconde Guerre mondiale. Les Jerry, c'était les soldats américains anglais, c'était le nom qu'on leur donnait. Et Tom, c'est une référence aux soldats anglais, les Tommies. Ok. Et les Jerry, c'était les soldats anglais appelaient les Allemands ainsi, voyez. Donc c'était un lien avec la Seconde Guerre mondiale pour donner du courage aux Alliés. Mais il y a énormément de références dans les dessins animés de cette époque-là. Je trouve justement des références politiques ou sociétales que je trouve très très intéressantes. Et c'est ce genre de dessin animé, que ce soit Tom et Jerry ou même les Tex Avery par exemple, quand on les regarde adultes, on comprend beaucoup plus de choses que quand on est enfant et qu'on les regarde. Exactement. Alors ici, on a des dessins animés de bonnes intentions uniquement, et on va continuer à parler avec vous de votre parcours à travers une autre date qui n'a un rapport lointain avec vous, le 25 octobre 2010. A tout de suite sur Sud Radio avec Alex Montembeau. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Alex Montembeau, révélé par Starmania, on en parlera tout à l'heure, et on évoquera également votre premier album solo qui vient de sortir. Mais j'en reviens à la date du 25 octobre 2010. C'est la sortie d'un album dont le titre d'ouverture devrait vous faire penser à quelque chose. La nuit se fait attendre, le soleil est trop. La nuit se fait attendre. La nuit se fait attendre, Véronique Sanson. Je crois que cet album a beaucoup compté dans votre parcours et votre vie, Alex Montembeau. Effectivement, c'est le premier album que j'ai découvert de Véronique Sanson. Et ça a été vraiment le début d'une histoire d'amour, si je puis dire. C'est vraiment une artiste qui est très très importante pour moi, et ça a commencé par cet album-là que mes parents écoutaient dans la voiture. Et donc à l'époque, j'avais à peine 11 ans, j'avais 10 ans et demi. Et je suis vraiment tombée amoureuse de cette musique, de cette voix, de cette façon d'écrire et de son histoire, puisque forcément j'ai commencé à m'intéresser aussi à sa vie, à Véronique Sanson, et je me suis vraiment pris de passion pour sa musique. Ça a été une influence énorme pour moi. Et je crois que c'était son 14e album, et vous avez écouté les 13 premiers dans la foulée. Ouais. Et en boucle, je crois. En boucle, et encore aujourd'hui. Et qu'est-ce qui vous a touché dans la voix de Véronique Sanson? Est-ce que c'est le style, le vibrato, Alex Montembeau? C'est tout. Je dirais que c'est tout. C'est son émotion aussi. Je trouve qu'on ressent sa force de caractère, aussi son vécu à travers ses textes. Je trouve qu'elle a vraiment une façon de choisir ses mots qui est super, comment dire, émouvante, quoi. Et ça m'a vraiment touchée. Et je me suis... j'ai l'impression que c'était la musique que j'ai toujours attendu de découvrir. Et le vibrato, vous savez qu'il est né un peu par hasard. Elle cherchait une musique sur son piano, elle écoute Dionne Warwick et elle fait comme elle. Et c'est parce qu'elle adorait Dionne Warwick, et c'est comme ça que le vibrato est né, sous les yeux de Claude Michel Schoenberg, qui était son premier directeur artistique, qui a composé Les Misérables, et de Michel Berger. Bien sûr. Et il y a une chanson aussi d'un de ses premiers succès que vous connaissez certainement, qui est une chanson qui a traversé les générations. C'est que tu m'aimes, la vie que tu aimes au fond de moi, me donne tous ces emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts, même si tu as des problèmes. Cette chanson, vous la connaissez par cœur aussi? Bien sûr. Moi, c'est une de mes chansons préférées, mais cette chanson est très particulière. J'étais assistant d'une émission de télévision à l'époque, et elle est venue
faire cette chanson pour la première fois pendant les répétitions. Et tout le plateau s'est arrêté pour écouter cette chanson. Elle n'en revenait pas. Et c'est très particulier aussi musicalement, cette chanson. C'est très particulier, c'est très enjoué, il se passe plein de choses et on sent ça, je trouve dans cette chanson-là, particulièrement sa joie de vivre, alors qu'elle a beaucoup de chansons aussi très graves et douloureuses, et celle-là est certainement une des plus solaires. Oui, et puis elle n'a pas traversé que des joyeux moments, donc effectivement, elle est solaire. Et cette chanson, on l'entend encore aujourd'hui, les nouvelles générations la chantent, on se demande pourquoi. C'est étonnant. Alors, il se trouve aussi que vous avez un point commun avec elle, ce sont vos débuts, car elle a débuté en trio. Écoutez. Macbeth était solitaire, Macbeth ne pouvait se plaire. Les mains dans les poches par les Rochemartin, vous connaissez? Bien sûr, avec sa sœur notamment. Avec sa sœur et avec François Bernem, ils étaient en vacances en Espagne, ils sympathisent. Et je ne sais pas si vous savez, au retour, ils disent on va faire un disque pour s'amuser ensemble. Ils font une maquette et la mère de Véronique Sanson appelle un copain directeur artistique. Et c'est comme ça qu'ils ont débuté les Rochemartin. C'est génial. C'est extraordinaire. Et sa sœur qui n'a ensuite pas fait carrière, mais pas dans la musique en tout cas. Pas dans la musique, une autre carrière. Et je ne sais pas si vous savez, le père de Véronique Sanson, Daniel Sanson, a été un résistant et a présidé les comités de résistance des années 70. Oui, tout à fait, ouais. Alors, Véronique Sanson, elle vous a mené presque naturellement à Michel Berger. En fait, ayant écouté toute sa discographie, forcément, j'ai écouté ses versions aussi de la musique de Michel Berger, puisqu'elle a fait tout un album de reprises d'Un papillon à une étoile. Donc en fait, à travers Véronique Sanson, j'ai découvert l'œuvre de Michel Berger. Donc là, une deuxième porte s'est ouverte, évidemment. Donc plus tard, voilà, avec Starmania, c'est comme si la boucle s'était bouclée. Exactement. Mais qu'est-ce qui vous a touché dans Michel Berger, Alex Montaubourg? Pour le coup, je suis assez admiratif de son écriture harmonique, sans rentrer dans des termes trop techniques. Musicalement, il a quelque chose de vraiment spécial. Il sort des codes de ce qu'on a l'habitude d'entendre harmoniquement. Il se passe plein de choses. Il y a des virages un peu dans tous les sens. Et je crois que c'est ça qui m'a marqué. Et puis si on se penche sur sa biographie, vous avez aussi des points communs. Il a commencé le piano, mais à 3 ans. Il a délaissé la musique classique que voulait sa mère pour apprendre le solfège, l'harmonie et le jazz et le rock. Et en plus, pour s'amuser, je ne sais pas si vous savez, il a adapté Mozart en swing. Ah oui? Quand il était adolescent. Et Mozart, donc, et il a débuté, je ne sais pas si vous le savez aussi, en écrivant sa première chanson, c'était Les Girafes, une chanson pour Bourvil, qui lui a permis ensuite de gagner de l'argent et de faire son propre premier disque. C'est fou, hein. Quand on imagine que Bourvil a permis à Michel Berger de débuter, c'est différent. Et vous l'avez jamais rencontré, Michel Berger, bien sûr. Ah bah non, bien sûr que non. Mais est-ce que vous avez vu des images de lui qui vous ont touché? J'ai vu cette chanson Une minute de silence qu'il chantait avec Balavoine et qu'il avait repris après le décès de Daniel Balavoine, une vidéo très très touchante. Je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais ils avaient l'habitude de la chanter ensemble. Et je trouve que c'est une chanson tellement belle qui parle de... Moi, je l'imagine comme une chanson d'amitié. J'ai eu la chance de pouvoir la chanter avec Mathieu Chédid il y a 2 ans pour la commémoration justement de l'œuvre de Michel Berger. Donc j'ai vraiment cette image en tête. Je crois qu'il est au Zénith de Paris, si je dis pas de bêtises, à chanter La minute de silence. C'est d'une beauté. Oui, mais effectivement, Michel Berger, Daniel Balavoine et France Gall étaient très liés. Ils défendaient une association pour le Sahel, notamment. Et quand Balavoine est mort, eh bien, France Gall et Michel Berger ont décidé de poursuivre son œuvre. C'est pour ça que ça a commencé. Et Michel Berger en scène, effectivement, il ne voulait pas aller en scène au début, ça l'intéressait pas. Il regardait ses pieds les premières fois. Et c'est France Gall qui l'a soutenu. Et France Gall le soutenait quand il était sur scène. Et Michel Berger la soutenait quand elle était sur scène. Et France Gall aussi. Donc ça fait partie aussi, France Gall de Michel Berger. Ça vous fait partie aussi des choses que vous aimez. Bien sûr. Je trouve que toute la chanson française aussi de cette époque a vraiment quelque chose à nous apprendre aujourd'hui. Et c'est en même temps ce que vous continuez, ça a été votre apprentissage? J'essaye de poursuivre dans ces lignes, si j'ose dire.
Alors, j'en reviens à vos débuts, parce qu'on a parlé de cette chanson, mais aussi, Alex Montaubault, vous avez fait des arrangements pour certains, vous avez fait des pièces de théâtre, je crois, des musiques de pièces de théâtre pour vos parents. Qu'est-ce que c'était, ça? J'étais intermittent depuis quelques mois, quelques années, donc voilà, pour comment dire... Pour avoir l'intermittence. Voilà, pour avoir l'intermittence et pouvoir en faire mon métier, en fait, comme j'avais toujours souhaité et comme mes parents aussi m'encourageaient à faire, étant eux-mêmes intermittents du spectacle. Donc en fait, ils m'ont proposé, enfin mon père a proposé que je fasse les musiques pour les pièces de théâtre qu'il était en train de monter avec sa compagnie. Donc ça me permettait de commencer à en faire mon métier, en fait, de façon assez rassurante, donc encadrée aussi dans ma famille et auprès de mon père, quoi. C'était quoi comme pièce de théâtre? C'était une pièce de théâtre de Eugène Labiche, qu'ils ont repris. Et donc, j'avais fait le choix là-dessus de faire une musique à l'orgue de Barbarie. pour apporter quelque chose d'assez drôle et léger et qui s'ancre dans une époque qui n'est pas celle d'aujourd'hui. Et vos débuts de chanteur, Alex Montaubault, je crois que vous avez chanté chez l'habitant ou sur des scènes minuscules, ce qui est aussi une autre forme d'apprentissage. Bien sûr, ça m'a énormément appris. C'est là que j'ai fait mes premières scènes aussi, dans la région dans laquelle j'ai grandi, à savoir le Maine-et-Loire. Je tournais donc exclusivement avec mes sœurs pendant plusieurs années, et c'est comme ça que je me suis forgée et que s'est développée aussi mon envie de voir plus grand et potentiellement de monter sur scène seule aussi. Mais vous avez chanté quelquefois chez l'habitant? Ouais, bien sûr. Qu'est-ce que c'est-à-dire? C'est-à-dire, des amis de mes parents, par exemple, nous exprimaient l'envie de nous recevoir pour des amis à eux. Donc ils aménagent leur salon, leur grange, leur jardin pour pouvoir accueillir une cinquantaine, soixantaine de personnes. Et donc on jouait dans ces milieux-là. On l'a fait chez nous aussi, chez des voisins. Voilà. Et là aussi, on apprend bien et vite. On apprend bien et vite, et surtout je pense que ça a été formateur d'être très entouré par notre famille qui connaît le métier. Il y a quelque chose de très rassurant à aller dans les pas aussi, d'avoir un modèle qui était nos parents. C'était très rassurant de pouvoir évoluer dans ce milieu-là qui n'est pas évident pour tout le monde. Voilà. Des parents fiers de vous, je suis sûr. J'espère. Non, j'en suis certain. Alors, une autre date importante dans votre parcours, et je suis convaincu que vous ne l'avez pas oublié, c'est le 8 novembre 2022. On en parle dans quelques instants sur Sud Radio avec Alex Montaubault. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Alex Montaubault. Nous avons évoqué vos débuts, nous parlerons tout à l'heure de votre premier album solo qui sort ces jours-ci. 8 novembre 2022, une date que vous n'avez pas oubliée, une grande première sur scène. Ça, c'est un extrait, je crois, qui est ailleurs, avec Clara Luciani, vous vous en souvenez? Oui, je m'en souviens très bien. Vous avancez vers elle, et elle commence à chanter. Comment oublier, c'était un très beau cadeau qu'elle m'a offert de partager la scène avec elle sur Stone. C'était magnifique. Sur la scène de Bercy, c'était assez fou. C'est venu comment, ça? C'est un peu par hasard. Je crois qu'elle était venue assister à la première de Starmania, donc à la scène musicale. Et puis voilà, l'œuvre de Michel Berger réunit tout le monde, et je pense qu'elle a eu envie de partager cette chanson avec moi pour son concert à Bercy. Alors, ce 8 novembre 2022, donc c'est la première de Starmania à la scène musicale. C'est un moment que vous n'avez jamais oublié? Non. Énormément de trac, je ne vais pas vous cacher. Mais c'était tellement fort en émotion. Je pense que c'est ce jour-là, après des mois de création, qu'on s'est vraiment rendu compte de la chance. Je dis on, je parle pour la troupe, pour l'ensemble des chanteurs et chanteuses, de la chance que c'était de faire partie de ce spectacle recréé pour l'occasion. Et cette journée et cette soirée, vous les avez en mémoire? Je pense que à la fois c'est très ancré et à la fois c'est très loin, c'est tellement fort que je ne saurais même pas quoi tirer comme souvenir de cette soirée. Il y en a eu tellement par la suite, et il y a tellement de souvenirs de scènes. C'est comme si tout se mélangeait. Oui, mais l'émotion de la première soirée, parce que je crois que c'était un triomphe. Oui. Ah oui, non. Forcément, c'est marquant. L'œuvre est marquante, l'œuvre est magnifique, et je pense que tout le monde l'attendait, en fait, la recréation de cette œuvre.
Alors, vous aviez, je crois, entendu Starmania enfant, sans vous rendre compte exactement de ce que ça représentait. Ouais, j'avais pas connaissance de l'histoire en fait qui allait derrière les chansons. Mes parents avaient l'album, le petit album bleu, donc Oui. je l'avais écouté plus jeune, mais je n'avais aucune conscience de la portée du message qu'il y avait derrière. Donc je l'ai découvert en fait en travaillant sur le spectacle. Mais Alex Montombeau, cet album à l'époque, ça vous avait touché? Vous aimiez les musiques, les paroles, ou ça faisait pareil? Si, j'aimais, évidemment, j'aimais les musiques et les paroles, et d'autant plus les chansons de Marie-Jeanne qui sont quand même très marquantes de par leur beauté. Donc c'était d'autant plus émouvant pour moi d'être dans la peau de ce personnage. Alors, il se trouve qu'au départ, c'était pas Starmania qui était prévu, je pense que vous le savez, c'était Angelina Dumas. En fait, Michel Berger avait vu un fait divers dans la presse. Patricia Hearst, fille d'un magnat américain, avait été enlevée et avait collaboré avec ses kidnappeurs. Et il a écrit cette comédie musicale, il l'a enregistrée à Los Angeles, mais elle n'est jamais sortie, car il voulait absolument que ce soit parfait, et c'était pas parfait à ses yeux. On ne l'a jamais entendu. D'accord, ça je ne savais pas. L'enregistrement existe. Et donc il a réutilisé cette histoire et ce personnage. Et il a totalement changé les choses, parce que France Gall un jour entend par hasard une chanson de Diane Dufresne, elle pense à Luc Plamondon, et Michel Berger appelle Luc Plamondon en pleine nuit, parce qu'il y avait le décalage horaire sans se rendre compte, pour lui demander de travailler avec lui. Et c'est comme ça que c'est né. C'est génial. Vous l'avez rencontré, Luc Plamondon? Oui. J'ai eu la chance de le rencontrer plusieurs fois lors de la première, et puis quand on est allé aussi présenter le spectacle à Montréal. Et cet album donc, que vous avez entendu chez vos parents, en fait, il est né dans des conditions très particulières. Personne n'y croyait dans la maison de disques, donc il y avait un budget minimal. Et Michel Berger avait tout prévu pour qu'il n'y ait pas un instant de perte dans le studio pour qu'on reste dans le budget. Et cet album, personne n'y croyait au début. C'est-à-dire que tout le monde prévoyait un bide, et il s'est vendu à 500 000 exemplaires en 3 mois. Ouais, c'est incroyable. Je trouve que c'est ce qui rajoute de la magie encore plus à la musique. Vous l'avez réécouté avant de jouer Starmania? Forcément, oui, je l'ai écouté plusieurs fois avant de prendre ma décision, entre guillemets. On est quand même sur des chansons qui sont difficiles à exécuter, donc j'étais pas sûre d'en être capable. Et puis voilà, on a beaucoup travaillé avant de monter le spectacle, donc les choses se sont bien faites. Et la première version, vous avez vu des images? Non. Il en existe très peu. Il n'en existe quasiment pas. Oui, parce que en fait, le spectacle, j'ai assisté à la première. J'étais dans les coulisses pour la première, en 79. Jeune journaliste, j'avais droit à ça. Et personne n'y croyait. Ils étaient tous persuadés que ce serait la dernière. Et ça a été un triomphe absolu. Et le problème, c'est qu'il y avait 30 représentations de prévues, pas une de plus parce que le cirque de Moscou venait derrière, donc ils n'ont pas pu continuer, alors que ça montait tous les jours. Alors, vous, votre arrivée là-dedans, comment ça se passe? C'est Thomas Joly qui vous appelle? C'est Raphaël Amburger, le fils de Michel Berger, donc, et France Gall, qui a été à l'initiative de cette recréation du spectacle. Oui. Lui est directeur artistique, il a un label avec il accompagne des artistes, et à l'origine il m'a appelé pour travailler avec moi sur mon projet, puisque je venais d'arriver à Paris pour défendre mes chansons. Et puis quelques jours plus tard, après notre rencontre, il m'a proposé de faire des essais pour le rôle de Marie-Jeanne, puisqu'il n'avait personne pour le rôle, et il s'est dit que peut-être ça pouvait marcher. Donc pour moi, forcément, je tombe de 10 étages. Je savais même pas que le spectacle allait être créé, donc c'était énorme pour moi de m'imaginer faire partie de ce projet, et j'ai évidemment accepté avec grand plaisir. Et la première fois, pour la première rencontre, c'est vous qui avez été le voir, ou c'est comme il vous avez repéré? C'est lui qui est venu. On s'est rencontrés dans le studio de mon éditeur et associé Séverin. Dans son studio à Pigalle, et on a écouté mes petites maquettes pas très bien produites sur le canapé. C'est comme ça que ça s'est fait. Ça a démarré comme ça. Ça a démarré comme ça. Et bon, c'est quelqu'un de très discret. Moi, je l'ai croisé un soir chez des amis communs. C'est le sosie absolu de son père. C'est extraordinaire. Ouais. J'ai cru que Michel Berger était encore vivant. Alors, il a fallu vous mettre dans la troupe, et le contact a été immédiat et parfait avec la troupe de Starmania, avec son tambour. On s'est vraiment bien trouvé pour le coup. C'est assez drôle, puisqu'au fur et à mesure de la tournée, on se rendait compte qu'on faisait fusion avec nos personnages, et en fait, je pense que ça marchait très bien, parce que chacune se retrouvait dans son rôle aussi. C'était très fort l'énergie et la fusion entre nous tous et toutes. Et les répétitions ont été particulièrement complexes, parce qu'il y avait les lumières aussi.
Ça a duré des semaines. Ça a duré des semaines. On était cloîtrés dans le Zénith de Nice pendant près de 2 mois, je crois. Et c'était un moment hors du temps, puisqu'on se réveillait, on allait dans le Zénith, travailler toute la journée sur des chansons incroyables, une musique incroyable, une mise en scène. Tout était gigantesque et tout était nouveau pour nous. Donc c'était magnifique, quoi. En même temps, il y a les chansons, il y a les lumières, il y a le jeu. C'était tout à fait nouveau pour vous, Alex Montandon. Tout était nouveau. Moi, je me suis retrouvée propulsée là-dedans. Après, comme on disait tout à l'heure, des petites scènes dans ma région. Et là, les choses n'ont pas du tout la même mesure. J'ai dû apprendre à porter ma voix différemment, puisque forcément, quand on se retrouve aussi devant un public de 3000 à 7000 personnes, c'est pas la même chose que de chanter au fond du jardin. Donc, c'est pas la même technique vocale, l'attitude, la prestance scénique, etc. sont des choses qui s'apprennent. Et puis, il y avait la gestion de la voix, l'hygiène de vie. Pendant 2 années, c'était pas simple non plus. C'était pas simple. C'est un sport, de monter sur scène tous les jours. C'était une très très grosse tournée, très intense. C'était extraordinaire comme expérience. Je pense que je me suis jamais autant surpassée que pendant ces 2 années. Et forcément, faut établir quelques règles, faut être hyper en forme et toujours en vigilance pour que la voix soit au rendez-vous pour tous les shows du soir. Oui, c'est 2 années carrément cloîtrées, monacales. Presque. Après, c'est aussi énormément de plaisir et de gratitude, évidemment, mais c'est un rythme. On se réveille le matin avec les chansons de Starmania dans la tête. On sait que le midi, on prend le métro et on va commencer à se préparer pour le soir. Il y a des jours où on joue 2 fois dans la journée. C'est des shows de 3 heures. Donc c'est un rythme hyper soutenu que je ne reconnaîtrai probablement jamais dans ma vie. Oui, mais en même temps, c'est un apprentissage fabuleux. Ah, mais Ça c'est vous a la fait meilleure changer. école. C'est la meilleure école que je pouvais espérer. C'est sûr. Vous avez changé au fil des mois, non ? J'ai complètement changé. J'ai dû revoir mon hygiène de vie globale, puisque c'est vrai que tenir un rythme soutenu comme ça en étant en mauvaise santé, c'est pas possible, tout simplement. Donc j'ai recadré certaines choses. Je me suis forcée à prendre soin de moi, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Essayer de bien dormir, essayer de bien manger, tout ça, ce sont des choses qui paraissent évidentes. Mais la voix, c'est un instrument qui est très sensible et si on n'est pas en forme physique, on peut pas chanter. Donc j'ai fait quelques ajustements. Et Alex Montandon, vous êtes devenu la révélation du spectacle. Ça vous a surpris ? J'ai du mal à voir les choses comme ça. J'ai l'impression que le spectacle dans sa totalité a été très bien reçu, mais si vous le dites, je veux bien essayer d'y croire. Quand je vois les articles de presse, vous êtes la révélation du spectacle. Ah oui. Et dans ces spectacles, bien sûr, il y a Un garçon pas comme les autres, Ziggy. Et on va faire une première. Je crois que depuis 10 ans dans Clé d'une vie, c'est jamais arrivé. Si vous êtes d'accord, il y a une guitare à côté de vous. Vous allez la prendre et je sais l'émotion qu'il y avait tous les soirs quand vous chantiez Ziggy dans la salle. Et de l'autre côté de la radio, nos auditrices et auditeurs vont avoir un moment d'émotion, car si vous êtes d'accord, vous allez l'interpréter en direct. Avec plaisir. Alors on y va. Ziggy, il s'appelle Ziggy. Je suis folle de lui. C'est un garçon pas comme les autres, mais moi je l'aime, c'est pas de ma faute. Même si je sais qu'il ne m'aimera jamais. Ziggy, il s'appelle Ziggy. Je suis folle de lui. La première fois que je l'ai vu, je me suis jetée sur lui dans la rue. Je lui ai seulement dit que j'avais envie de lui. Il était 4 heures du matin. J'étais seule et j'avais besoin de parler à quelqu'un. Il m'a dit viens prendre un café et on s'est raconté nos vies.
pleurer, mais Ziggy, il s'appelle Ziggy, c'est mon seul ami. Dans sa tête y a que de la musique, il vend des disques dans une boutique. On dirait qu'il vit dans une autre galaxie. Tous les soirs il m'emmène danser dans des endroits très très gais où il a des tas d'amis. Oui, je sais, il aime les garçons. Je devrais me faire une raison, essayer de l'oublier. Mais Ziggy, il s'appelle Ziggy, je suis folle de lui. C'est un garçon pas comme les autres, mais moi je l'aime, c'est pas de ma faute. Même si je sais qu'il ne m'aimera jamais. Merci et un grand bravo Alex Montambeau, c'est un vrai moment d'émotion et je suis sûr partagé par celles et ceux qui nous écoutent. Je vous applaudis moralement parce que on est dans le studio, ça ferait pas sérieux. C'est une première dans les Clés d'une vie en 10 ans et une première justement, on va l'évoquer à travers la date du 7 novembre 2025, la sortie de votre album. À tout de suite sur Sud Radio avec Alex Montambeau. Sud Radio, les Clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les Clés d'une vie, mon invité Alex Montambeau. On a vécu un moment d'émotion avec vous, avec Ziggy. Et un autre moment d'émotion, 7 novembre 2025 est sorti votre premier album. Et il y a une chanson qui résume votre désir de faire cet album, c'est L'envie folle. C'est l'avenir flou, l'envie folle de t'aimer qui me cogne les doigts. Le cœur, suis-je au bout? L'envie folle de t'aimer m'éloigne de toi, j'ai peur. Une envie folle, un rêve concrétisé, car vous en aviez envie de cet album, Alex Montambeau. Ah, j'en avais envie, surtout après Starmania. J'ai mis entre parenthèses mon projet personnel pendant ces 2 années de tournée. Oui, parce qu'il existait avant. Il existait avant, ouais. Mon projet, oui, bien sûr. Je suis arrivée à Paris pour le défendre. Et en fait, très rapidement, voilà, je l'ai mis sur pause pour Starmania. Donc forcément, après ces 2 années presque et demie de tournée, j'avais très envie de retourner à mes chansons et de pouvoir les défendre, les produire, les chanter sur scène, pour de vrai, quoi. Oui, mais en même temps, Starmania vous a permis de vous perfectionner. Peut-être que vous n'auriez pas fait l'album de la même façon. Ah, c'est évident. C'est évident. L'envie folle, c'est une chanson que j'ai écrite avant Starmania, mais que j'ai retravaillé un petit peu dans tous les sens et que j'ai appris à dire de la bonne façon aussi. C'est-à-dire que Starmania, j'ai vraiment appris à travailler ma voix et ça m'a donné envie de voir les choses de façon plus grande vocalement. Et une chanson comme L'envie folle, je ne la chantais absolument pas de cette façon-là il y a quelques années. Oui, et puis vos chansons ont une caractéristique, c'est qu'il y a des paroles et une mélodie. C'est plus si fréquent. Non mais c'est vrai. J'ai envie de faire de la jolie musique, j'espère. J'ai grandi dans un environnement très large dans les esthétiques et avec beaucoup d'influences différentes, donc j'ai essayé de réinjecter tout ça dans ma musique. Ouais. Oui, mais vous êtes un mélodiste dans la tradition des grands mélodistes. Je ne sais pas si on vous l'a déjà dit, mais c'est évident parce qu'il n'y en a plus aujourd'hui. Il y en a de moins en moins, on s'en plaint. Oui, c'est vrai. Vous avez une autoroute, là, normalement. J'ai une autoroute, je vais essayer de faire ça bien. Alors, des chansons, vous en aviez écrit plusieurs avant de choisir celle de l'album ? Oui, alors pour être très précis, c'est un gros EP qui sort, oui. C'est un gros EP, plus qu'un album. Enfin, c'est un format un petit peu entre deux, un peu hybride, il y a 7 titres dedans. Oui, mais vous savez que Brassens a débuté comme ça, avec un album de 8 titres en 54, ah, oui. C'était des 25 cm. C'est vrai, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a plus de termes, donc si je dois parler techniquement, c'est un EP, mais en soi, oui, c'est un projet que j'avais très à cœur de sortir, que j'ai pris le temps de peaufiner. J'avais envie de
d'être sûr de moi tout simplement et de faire les choses bien et joliment. Alors, il y a une chanson très importante dans cet album qui vous tient à cœur, c'est Vanille Choco. Je suis moi, c'est déjà ça. Qu'est-ce que ça change de mettre un mot ou pas? Je suis moi, c'est déjà ça. Qu'est-ce que ça peut faire si je suis ni vanille ni chocolat? Alors là, c'est une chanson qui vient de vos cours de récréation, je crois. Effectivement, j'ai mis beaucoup de souvenirs dans cette chanson. C'est ce genre de morceau qu'on écrit très rapidement. Voilà, les souvenirs sont encore très frais. J'aurais jamais pensé l'écrire puisque j'étais pas très certain de vouloir parler de mon identité dans mes chansons. Je pense que je m'en sentais pas capable en fait. Et puis finalement, ça s'est fait très naturellement, en expliquant les choses simplement, à savoir que voilà, on n'est pas obligé de mettre un mot sur tout et notamment quand il est question d'identité de genre, on fait bien comme on peut avec ce qu'on est, voilà. Il faut être courageux et il faut avoir envie de le dire. Et ça sert d'exemple à tous. J'espère. Et vous, à l'époque, je crois que vous aviez une passion pour le football. Mm-hmm. Ouais, tout à fait. J'ai fait partie d'un club quand j'étais jeune et j'étais que avec des garçons. Oui. Sauf que voilà, en grandissant, il a fallu que j'aille à la ville dans un club de filles et voilà, moi c'était pas possible pour moi pour des raisons logistiques et j'étais vraiment attristée de constater que j'ai dû arrêter ce sport-là qui était vraiment ma passion parce que je n'étais pas un garçon. Oui, mais vous étiez musicien, donc on en prend de la balle finalement. Alors, et dans cette chanson, il y a une allusion à un classique de la chanson française. Au pays de Castille, il y avait un garçon qui vendait des glaces vanille et citron. Alors ça, je m'y attendais Moi, pas. j'aime Bobby Lapointe dans vos chansons, comment ça vient? Mais c'est une chanson que j'ai apprise à la chorale de l'école de musique quand j'étais... Je pense que je devais avoir 7 ou 8 ans probablement et ça m'a marqué justement cette métaphore les filles vanille, les garçons citron. Bah en fait ça m'est paru assez évident en écrivant cette chanson Vanille Choco de faire un clin d'œil à cette chanson qui m'a marqué voilà par ce jeu de mots et cette distinction qui n'a pas forcément lieu d'exister. Et aujourd'hui on le connaît tous, Bobby Lapointe, mais de son vivant il n'intéressait personne. Alors il passait dans des salles de 30 places, le Cheval d'Or, un cabaret de la Contrescarpe, et il ne connaissait pas ses paroles. Il les oubliait dès qu'il était en scène, il avait le trac. Donc c'est le public qui connaissait par cœur, qui lui soufflait ses paroles. Et un jour, il est arrivé en scène en homme grenouille, parce que personne ne l'écoutait, personne n'a remarqué qu'il était en homme grenouille. C'est un fou total. Écoutez tout son répertoire. J'écouterai. Ça mérite d'être écouté. Alors dans cet album, il y a aussi une chanson très émouvante. C'est À l'autre bout du tel. Mais y a pas d'âge pour s'envoler et t'es pas seul, je te promets. Tu pleures un peu pour libérer les douleurs passées, les regrets. Ça aussi, Alex Montambeau, c'est une chanson qui vous tenait à cœur, une chanson familiale. C'est comme une lettre ouverte. C'est une chanson, voilà, sur la nécessité d'ouvrir le dialogue. En fait, c'est pas toujours facile d'exprimer ses émotions. C'est pas évident de vivre ses rêves. On a toujours peur, voilà, du jugement des autres. Et voilà, cette chanson, elle s'adresse à ma mère, mais en soi, elle s'adresse à chacune qui veut l'entendre aussi. Et puis, il y a des mots, et vous êtes dans vos chansons, comme dans la vie, économe des mots, ce qui n'est pas si fréquent aujourd'hui. On peut dire beaucoup de choses en peu de mots. Oui, ben j'essaye d'être concis. Ça me permet de me mettre un cadre, quoi. Oui, mais il faut jeter beaucoup de mots pour trouver les bons. J'ai du mal à écrire beaucoup. En fait, je crois que dans ma nature, je me contente de l'essentiel, quoi. Oui, et ben l'essentiel sont vos chansons. Et j'ai repéré aussi sur Internet, et la chanson est dans cet album, dans cette EP, pardon, c'est Chez moi. Chez nous la musique est partout, ça résonne sous la peau, dans la poitrine et dans les os. Chez nous la musique est partout, ça résonne sous la peau. Alors chez nous la musique est partout, bah, c'est la famille, quoi. C'est la famille, complètement.
Complètement. J'avais envie en fait de décrire mon contexte familial qui est quand même, je le remarque de plus en plus, assez atypique. Ah, complètement. Et j'avais envie de faire une chanson un peu descriptive. Il y a une chanson de Charles Trenet, La famille musicienne, elle correspond exactement à ça. Et j'ai vu le clip sur Internet où vous êtes dans un salon en train d'interpréter la chanson. Effectivement, je suis dans un salon, j'avais envie de recréer par l'image ce que j'ai essayé de transmettre par la musique. Il y a même ma sœur dans les figurants derrière. J'avais envie de recréer un moment convivial de partage autour de la table, autour d'un repas. Et en plus, économiquement, c'est très bien de tourner chez soi. C'est pratique. Et Alex Montembeault, j'ai remarqué aussi qu'il y a quelqu'un qui a beaucoup compté aussi dans ce parcours et dans cet album, c'est Séverin, qui est un musicien et avec qui vous avez collaboré. Ouais, c'est la première personne en fait que j'ai rencontrée à Paris. Ma rencontre avec lui m'a poussée à déménager à Paris pour développer mon projet. C'est une des premières personnes qui a, en dehors de ma famille évidemment, mais qui a cru en mon projet et qui a voulu en faire quelque chose. Et donc je me suis très rapidement associée à lui et en fait on a une relation de grande confiance. C'est un chanteur avant toute chose, avant d'être producteur il est chanteur, artiste, il a son projet personnel depuis un beau moment, il a une belle carrière et en fait je lui fais vraiment confiance et lui me fait vraiment confiance et dans cette relation ça m'aide il me permet de trouver les clés pour avancer de façon saine dans ce milieu de la musique qui peut paraître impressionnant parfois. Et son père, qui s'appelait Henri Tesna du Moncel, est un homme très important puisqu'elle a entre autres créé la faculté Dauphine à Paris, qui est une des plus grandes facultés parisiennes. Ouais. Alors il se trouve que, je parlais de Paris, le problème je crois c'était de faire rentrer votre piano dans le studio. Forcément, j'habite dans un petit 30 mètres carrés, donc la question d'avoir un home studio ne se posait pas avant. Mais on trouve toujours des solutions. J'ai ma guitare, j'ai mes petits synthés qui prennent moins de place, et puis j'ai la chance d'avoir quand même un piano droit dans mon salon. Donc. Remarquez, moi je me souviens de Charles Aznavour qui avait une maison de 13 pièces en Provence, et dans cette maison il y avait un tout petit coin, pas plus grand qu'un débarras, où il avait fait son petit studio d'enregistrement. Et ça marchait très bien, donc on n'a pas besoin de grands lieux. Et puis, dans votre passion de la chanson, il y a bien sûr la chanson française traditionnelle, mais il y a une voix qui vous a marqué. Écoutez. Sarah Gray, Make the Most of It, c'est quelqu'un qui vous touche particulièrement, dont la voix vous touche. Saya Gray. Oui. Ouais, elle me touche beaucoup. C'est bien Saya Gray. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, pardon. Elle me touche beaucoup. Elle a une façon très originale de produire la musique, notamment sur des morceaux plus récents que celui qu'on vient d'écouter. Elle est partout. C'est une artiste complète et je trouve ça vraiment inspirant. Oui, parce que vous avez envie d'aller dans cette direction. Ouais, j'aime bien avoir une vue d'ensemble sur ma musique, donc tout ce qui touche à l'arrangement, à l'instrumentalisation, c'est vraiment important pour moi d'être acteur aussi de cette partie-là, pas seulement de l'écriture, mais aussi de la couleur d'un morceau. Exactement, et elle a beaucoup fait pour ça. D'ailleurs, il y a des points communs avec vous. Sa mère a fondé une école de musique, son père est trompetiste de jazz et son frère est guitariste. Donc c'est aussi une famille musicienne, il n'y a pas de secret. Et dans cette EP, il y a aussi une chanson qui ne correspond pas à la réalité, mais on l'écoute quand même. Ça s'arrête quand ? Cette EP, Alex Montembeault, on est frappé par la diversité des musiques. Il n'y a pas deux fois la même chanson. Non. C'est aussi pour ça, on parlait tout à l'heure de l'importance de prendre le temps de construire un projet cohérent. C'était évident pour moi que j'avais pas envie de sortir un projet en quelques semaines, quelques mois après ma sortie de Starmania pour le faire précipitamment, surfer sur la vague. C'est vraiment pas ça qui m'intéresse. J'ai envie de faire quelque chose de beau dans son ensemble et de cohérent et un
introduire des morceaux différents, variés, c'est super important pour moi parce que mes influences sont très larges et que j'ai envie d'avoir un petit peu de tout ça dedans. Et ça permet d'avoir un éventail ensuite pour d'autres albums. Alors ça, c'est l'EP qui sort et il y a une tournée qui commence, mais là, une tournée non pas chez l'habitant, mais une véritable tournée dans les salles. Je crois qu'en avril et mai prochain, il y a la Boule Noire à Paris, et puis il y a d'autres dates à Reims, à Lausanne, Tours pour l'instant, et beaucoup d'autres qui viennent. Ça, c'est aussi une nouveauté pour vous. C'est fort, c'est impressionnant pour moi de me retrouver tout seul sur scène. C'est vraiment pas la même chose de partager ses chansons qu'un répertoire de reprise. Pour le coup, ça me fait toujours bizarre de me retrouver face à un public qui, parfois chante mes refrains. C'est hyper intimidant en fait. Et à la fois, c'est très excitant et c'est ce que je recherche dans le live. Oui, mais en même temps, vous avez l'habitude, vous avez déjà chanté souvent avec vos sœurs notamment. Mais on s'habitue jamais en fait à cette adrénaline. Il y a toujours le petit trac avant de monter sur scène et puis voilà, en quelques chansons, c'est du bonheur. Moi, c'est vraiment pour ça que je fais ce métier aussi. C'est vraiment pour partager en concert la musique. C'est ce qu'il y a de plus beau, je trouve. Le bonheur, je vous le souhaite du fond du cœur parce que vous avez un véritable talent et on l'a découvert dans Starmania et je pense qu'on va continuer à le découvrir à travers cette EP et à travers ces concerts. Continuez ainsi et puis tous mes vœux de succès sincères de la part de Sud Radio et merci encore d'avoir fait une première avec Ziggy. Merci à vous. Merci Alex Montombeau. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.